La situation devient de plus en plus difficile pour les personnes éprises de liberté. Dans divers pays du monde, on assiste à un renforcement croissant du contrôle exercé sur les citoyens. Un exemple récent au Royaume-Uni. Le gouvernement travailliste britannique dirigé par le Premier ministre Keir Starmer a ouvert la voie à l'échelle nationale à la mise en œuvre par les collectivités locales du concept des villes de 15 minutes. Sous prétexte de neutralité climatique et de décarbonisation, c'est-à-dire de réduction des émissions de carbone, la liberté de circulation de la population britannique peut désormais être restreinte très facilement. À Oxford, le projet devrait démarrer dès cette année. La ville sera divisée en 6 zones de 15 minutes. Ce n'est que 100 jours par an que la circulation entre les zones est gratuite pour les habitants. Un système de surveillance composé de caméras, de barrières et d'un dispositif de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation doit garantir que chaque habitant respecte ces règles. Sinon, des amendes sont prévues. Ce qui se présente sous le couvert de la protection du climat ou de l'environnement n'est en fin de compte rien d'autre qu'un État policier s'appuyant sur la technologie. Un tel régime dictatorial a longtemps été l'objectif de ceux qui se disaient eux-mêmes prétendant à la domination mondiale. Depuis des décennies, ils travaillent à la mise en place d'une nouvelle forme de gouvernement appelée technocratie. L'émission suivante met en lumière les forces motrices du mouvement technocratique, ses plans dangereux et ses méthodes perfides. Commençons par le début, avec la naissance et les objectifs du mouvement technocratique. C'est l'Américain Howard Scott qui a lancé durant l'hiver 1918 ce qu'on appelle l'Alliance technique. Les membres de l'Alliance technique partageaient la conviction que la démocratie, la souveraineté nationale et l'économie de marché avaient échoué et devaient être remplacées par un régime non élu, dirigé par des ingénieurs et des experts techniques. Ils ont appelé à transformer la société selon les principes de la science et de la technologie. Leur nouveau système économique et monétaire devait reposer sur une distribution contrôlée et une consommation régulée de l'énergie. À cette fin, ils avaient déjà mis au point des certificats d'énergie, également appelés cartes de répartition d'énergie. Celles-ci devaient comporter toutes les informations personnelles de chaque citoyen, à savoir son âge, son sexe, sa profession, son lieu de résidence, son quota d'énergie, un récapitulatif des achats effectués, ainsi que les dates d'émission et d'expiration des certificats. Les certificats d'énergie représentaient la nouvelle monnaie. Cela ressemble fort à un précurseur de l'identification électronique envisagée à l'échelle mondiale pour chaque citoyen, associé à un revenu de base versé sous forme de monnaie numérique de banque centrale. Ce système visait à abolir les élections et la politique des partis pour les remplacer par un contrôle centralisé de la production et des ressources. Au final, l'objectif était de créer un technat nord-américain, The Technate of America. Ce technat, selon l'idée, devait constituer une entité géographique indépendante et autonome. Le gouvernement était censé avoir alors le contrôle de toutes les matières premières, entreprises, usines et industries situées dans le technat, ainsi qu'un accès illimité aux biens de la population. Mais qui est à l'origine de l'Alliance technique ? Examinons de plus près la figure d'Howard Scott. Était-il un visionnaire ou plutôt une marionnette ? On sait peu de choses sur les premières années de Howard Scott. Il est soudainement apparu en 1918 à Greenwich Village, à New York. Bien qu'il n'ait obtenu qu'un diplôme de troisième, Scott se considérait comme un ingénieur bohème. En 1933, Howard Scott a fondé Technocracy Incorporated, une organisation qu'il a dirigée jusqu'à sa mort en 1970. Un témoin de l'époque rapporte que Howard Scott avait une grande imagination et se présentait comme un prophète, comme le montre la citation suivante. Howard m'a expliqué qu'il savait que le type de société pour lequel il se battait ne pouvait pas encore voir le jour. Il fallait d'abord que des expériences menées par la gauche et par la droite aient lieu. Comment Scott pouvait-il connaître vers 1920 la suite des événements ? À cette époque, tout ça n'était encore que du futur. Dans l'ouvrage Word and Wisdom of Howard Scott, Scott a déclaré ce qui suit lors d'un discours prononcé en 1961. Un des grands problèmes dans tout ça, c'est que vos ordinateurs rendront vos comptables et vos ingénieurs superflus. Et qu'ils rendront également superflus vos dirigeants, ainsi que vos ouvriers et vos employés. Ce qui donnera d'autant plus de pouvoir à tous les mécanismes de contrôle informatisés. Scott pouvait-il déjà savoir en 1961 où on en serait aujourd'hui ? Peut-être avait-il des mécènes inconnus qui l'avaient aidé à se faire une place ? Le mouvement technocratique entretenait-il des liens avec la haute finance ?
Composé principalement d'ingénieurs et de scientifiques, le mouvement technocratique a vu le jour à l'Université Columbia de New York. Selon Patrick Wood, spécialiste de la technocratie, l'Université Columbia était déjà à l'époque un groupe de réflexion avant-gardiste. Elle entretenait des liens étroits avec la dynastie Rockefeller. C'est ainsi que, entre autres, l'Université Columbia a contribué à la conquête et à la transformation du secteur de la médecine par la famille Rockefeller. De la médecine naturelle à l'industrie pharmaceutique chimique. À partir de 1910, les Rockefeller se sont ainsi créés un gigantesque débouché pour leurs produits chimiques à base de pétrole dans le secteur de la médecine. C'est précisément à cette université de Columbia qu'a également enseigné, à partir de 1959, l'une des figures clés des dirigeants mondiaux d'aujourd'hui, Zbigniew Brzezinski, stratège mondial influent et ami proche de David Rockefeller. Celui-ci y enseignait en tant que professeur de sciences politiques. Outre les Rockefeller, Brzezinski entretenait également des liens étroits avec Edmond Adolphe de Rothschild, descendant de la dynastie des Rothschild, une dynastie de la haute finance tout comme les Rockefeller, qui occupait les plus hauts échelons de la hiérarchie maçonnique. Nous y reviendrons plus tard. Brzezinski a publié en 1970 l'ouvrage intitulé « Entre deux âges, le rôle de l'Amérique à l'ère technétronique ». Dans cet ouvrage, il se révèle être un technocrate pur et dur. Ce livre dévoile les objectifs technocratiques visant à instaurer une domination mondiale. Quels objectifs dangereux Brzezinski et compagnie poursuivaient-ils? Dans leur brochure intitulée « La technocratie en termes simples », publiée en 1939, les premiers technocrates écrivaient déjà « La technocratie représente une nouvelle forme de contrôle exercée et dirigée par une instance de contrôle continentale. » Que revendiquait-il au nom de la technocratie? Il s'agit d'une nouvelle méthode de gestion sociale. Seule la technocratie en est capable. Le contrôle scientifique de toutes les fonctions sociales. La technocratie est la science de l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale désigne les méthodes de manipulation visant à susciter certains comportements chez les individus. Selon Technocracy Inc., le produit final serait un système continental de conditionnement humain. Il s'agit de l'apprentissage de schémas, stimulus-réponse. L'idée était donc de dresser délibérément le citoyen technocratique à l'aide d'un système de récompenses et de sanctions. Les initiatives menées en Chine en faveur d'un système de crédit social vont dans le même sens. Les comportements jugés souhaitables sur le plan politique, c'est-à-dire conformes, sont récompensés, tandis que les comportements non conformes sont sanctionnés. Zbigniew Brzezinski écrit un peu plus tard dans son ouvrage de 1970 intitulé « Entre deux époques » L'ère technétronique se caractérise par l'émergence progressive d'une société davantage contrôlée. Une telle société serait dominée par une élite qui ne serait pas attachée aux valeurs traditionnelles. Comment l'élite contrôle-t-elle les citoyens? Brzezinski explique. Libérée des contraintes des valeurs libérales traditionnelles, cette élite n'hésiterait pas à atteindre ses objectifs politiques en recourant aux techniques modernes les plus récentes pour influencer le comportement du public et maintenir la société sous étroite surveillance et contrôle. Dans son article « L'Amérique à l'âge technétronique » publié en 1968, Brzezinski écrivait: Comme je l'ai déjà fait remarquer, il sera bientôt possible d'exercer une surveillance quasi totale sur chaque citoyen et de tenir à jour des dossiers complets contenant, outre les données habituelles, des informations très personnelles sur la santé et le comportement individuel du citoyen. Ces dossiers seront mis à la disposition des autorités qui pourront y accéder instantanément. Brzezinski poursuivait ainsi dans cet article. Le pouvoir passera entre les mains de ceux qui contrôlent les informations et qui sont capables de les relier les unes aux autres le plus rapidement. Jusqu'ici, on peut dire que les technocrates ainsi que Brzezinski et ses amis aspiraient ouvertement à construire une société dans laquelle les citoyens seraient en permanence manipulés, contrôlés et dirigés de manière délibérée. Et tout ça en s'appuyant sur les dernières découvertes en psychologie et sur les technologies les plus modernes. Comment se fait-il que la mise en œuvre de tels projets soit déjà si avancée aujourd'hui et qu'on débatte déjà publiquement de l'introduction des villes de 15 minutes?
Si on considère les liens entre Brzezinski, Rockefeller et Rothschild avec la franc-maçonnerie de haut niveau, la réponse est évidente. Ils font partie d'un complot mondial. C'est ce qu'admet David Rockefeller avec assurance dans ses mémoires. Certains, vous-même, jusqu'à croire que nous faisons partie d'un complot secret qui va à l'encontre des intérêts des États-Unis et qualifient ma famille et moi-même d'internationalistes, de conspirateurs agissant de concert avec d'autres à travers le monde pour mettre en place une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un monde unique si vous voulez. Si tel est le chef d'accusation, alors je plaide coupable et j'en suis fier. En quoi consiste ce complot secret? David Rockefeller s'exprime à ce sujet. Nous n'aurions jamais pu élaborer un plan pour le monde si nous avions été sous les feux de la rampe pendant toutes ces années. Mais le monde s'engage sur une voie complexe et mûrement réfléchie vers un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et des banquiers mondiaux est certainement préférable à la souveraineté nationale des derniers siècles. David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski et leurs acolytes ont passé leur vie à œuvrer à la construction de ce monde unique sous la domination d'une élite parasitaire et de banquiers mondiaux. À cette fin, Brzezinski et compagnie ont fondé de nombreuses organisations et institutions qui, à l'instar d'une toile d'araignée, s'étendent désormais à travers le monde entier. Ces institutions, qu'il s'agisse de banques, d'universités, de groupes de réflexion ou d'organisations d'envergure mondiale, telles que les Nations Unies, contrôlent aujourd'hui presque tous les domaines de la vie dans notre monde. Brzezinski a notamment joué un rôle clé au sein de la Commission trilatérale, de l'Atlantic Council et du Council on Foreign Relations. Il s'agit de loges maçonniques qui font office de centre névralgique. Des collaborateurs bénévoles de CLA-TV ont répertorié sur le site vetopedia.org des institutions connues et leurs liens avec la franc-maçonnerie de haut grade. On se rend ainsi rapidement compte qu'il s'agit bel et bien d'un complot, à savoir un complot ourdi par les francs-maçons de haut grade pour s'approprier et contrôler le monde entier. Zbigniew Brzezinski et David Rockefeller faisaient eux aussi partie des francs-maçons de haut grade. Brzezinski a fondé en 1967 la superloge maçonnique Lux ad Orientem, Lumière vers l'Orient, puis en 2004 la loge Maat. En collaboration avec le magnat de la finance David Rockefeller, le stratège mondial Henry Kissinger, ainsi qu'un descendant de la dynastie Rothschild, Edmond Adolphe de Rothschild, Brzezinski a fondé en 1968 la loge Three Eyes. David Rockefeller faisait également partie de la loge Horus. Les Rothschild et les Rockefeller occupent, aux côtés des Windsor, c'est-à-dire la famille royale britannique, le sommet de la pyramide maçonnique. Les francs-maçons de cet étage professent ouvertement leur foi en Satan, qu'ils considèrent comme le dieu de ce monde. Voilà pour ce qui est du réseau et de ses intentions. Il est bien sûr difficile de faire accepter ces projets de domination mondiale à une population mondiale éprise de liberté. Les francs-maçons de haut grade ont donc cherché et trouvé un moyen de conduire progressivement la population mondiale vers la technocratie. En se servant de la durabilité comme d'une supercherie et d'un modèle économique, ils exploitent le désir des gens de vivre sur une planète saine. Car tout le monde s'accorde à dire que la destruction de la planète ne peut pas continuer ainsi. La seule solution proposée reste toutefois toujours la durabilité. Ce terme aux connotations très positives a dès le départ orienté les efforts humains pour sauver la Terre dans la mauvaise direction. Nous y reviendrons dans un instant. Le développement durable trouve également son origine dans une idée des premiers technocrates. Patrick Wood décrit ainsi le lien entre la technocratie et le développement durable. Il est vrai que le terme développement durable n'a pas été inventé par les technocrates de la première heure. Le fait est que le développement durable est d'un point de vue conceptuel identique à la charge équilibrée de la technocratie. En bref, le développement durable est le moteur de la technocratie. Elle prône une société conçue de telle sorte que les besoins de l'humanité soient en parfait équilibre avec les ressources de la nature. L'équilibre parfait entre les besoins humains et les ressources naturelles correspond précisément à la définition même de la durabilité.
Le lien entre technocratie et développement durable apparaît encore plus clairement lorsqu'on s'intéresse de plus près au cofondateur de Technocracy Inc. Marion King Hubbert, 1903-1989. Hubbert a travaillé pour la Merad Petroleum Company, a enseigné à l'Université Columbia et a occupé un poste de direction au sein de la société pétrolière et gazière Shell. Dans sa théorie du pic pétrolier, il a prédit en 1974 que si les conditions d'exploitation restaient inchangées, les réserves mondiales de pétrole seraient épuisées en 1995. Bien que cette prévision ne se soit pas réalisée, elle a néanmoins semé la peur et la panique parmi la population et a fourni au magma du pétrole des prétextes pour augmenter les prix du pétrole et déclencher des guerres. Avec ses prévisions, Hubbert a par exemple fait le jeu des Rockefeller, car la dynastie Rockefeller contrôle depuis 1891 la majeure partie du marché mondial du pétrole. Les théories et les prévisions de Hubbert ont donné lieu à des appels en faveur d'une économie verte et d'une transition énergétique. Depuis lors, il est considéré comme le père fondateur du mouvement en faveur de la durabilité écologique. Mais où est le piège dans toute cette histoire de développement durable? Le rapport annuel de la Fondation Rockefeller de 1969 a mis en lumière l'idéologie sournoise qui se cache derrière la prétendue pénurie de ressources et le concept de développement durable qui en découle. Ce rapport affirme que l'homme serait en train de détruire son environnement de manière massive. On met donc d'emblée toute l'humanité en détention pour la destruction de l'environnement et on lui fait ressentir la culpabilité d'être elle-même responsable de la destruction de son habitat. N'est-ce pas là une manipulation perfide des masses visant à orienter les gens vers un nouveau programme de développement durable? Car pourquoi les principaux responsables et les profiteurs sans scrupules de la destruction de l'environnement, les grandes multinationales et leurs actionnaires, n'ont-ils pas encore fait l'objet d'enquêtes et n'ont-ils pas été tenus pour responsables? Comment se fait-il que les principaux actionnaires des entreprises minières et des sociétés du secteur des matières premières, etc., qui détruisent massivement l'environnement et exploitent les ressources ne soient pas tenus pour responsables, mais que la destruction de l'environnement soit dénoncée au nom de l'idéologie du développement durable et rejetée sur tout le monde? Pourquoi les grandes entreprises d'armement ne sont-elles pas tenues de rendre des comptes pour la destruction massive de l'environnement qu'elles causent, avec ses graves conséquences pour toute forme de vie? Comme chacun sait, la guerre est l'un des principaux facteurs de destruction des milieux de vie. Pourquoi les grandes entreprises technologiques, avec leurs centres de données gigantesques, ne font-elles pas l'objet d'une surveillance plus étroite? Leurs besoins énergétiques dépassent de loin ceux du commun des mortels. À lui seul, un centre de données consomme déjà autant d'énergie qu'une grande ville. Pourquoi ne débattons pas publiquement des besoins illimités en ressources que requièrent toutes les technologies de pointe, comme par exemple la construction de robots ou les dizaines de milliers de satellites lancés dans l'espace par le technocrate Elon Musk? Pour cela, des régions entières sont dévastées. Pourquoi la presse grand public n'aborde-t-elle pas toutes ces manipulations météorologiques menées par l'armée et la pollution environnementale qui en découle? Au lieu de cela, on entend sans cesse ce discours hypocrite sur la durabilité. Revenons à la dynastie Rockefeller. Comment cette famille a-t-elle réussi à ancrer l'idéologie du développement durable comme fondement des concepts de l'économie verte, de la politique climatique, de l'agenda 21 des Nations Unies et de l'agenda 2030? La famille a eu recours à ces différentes fondations familiales telles que la fondation Rockefeller ou le Rockefeller Family Fund qui, sous le couvert d'actions philanthropiques, apportaient un soutien financier à des acteurs et à des organisations contournant l'État. Voici quelques exemples qui ne représentent toutefois qu'une infime partie des nombreuses contributions financières versées par les Rockefeller. Premièrement, en 1969, la Fondation Rockefeller a investi 2,1 millions de dollars dans de nouveaux programmes de recherche et de formation afin de promouvoir son idéologie selon laquelle la dégradation de l'environnement serait d'origine humaine. Deuxièmement, en 1974, le Rockefeller Brothers Fund a soutenu à hauteur de 500 000 dollars la création de l'organisation de recherche environnementale pour le développement durable, le World Watch Institute. Troisièmement, le Rockefeller Family Fund a créé en 1987 l'Environmental Grantmakers Association, ou EGA. Cette agence coordonne les fonds provenant de fondations et les redistribue à des organisations de défense de l'environnement.
Le site influencewatch.org constate que l'OGA est devenu un puissant consortium de fondations qui fixe les orientations, soutenant aujourd'hui un grand nombre d'organisations militantes écologistes. Au cours des 50 dernières années, les militants écologistes ainsi soutenus par les Rockefeller ont habilement suscité un sentiment de culpabilité, tant individuel que collectif, face aux dommages environnementaux. Ils ont par exemple tiré la sonnette d'alarme en affirmant que la Terre allait bientôt être frappée par une période glaciaire. Par la suite, ils ont affirmé que l'utilisation de moteurs à combustion interne et l'émission excessive de dioxyde de carbone entraîneraient une hausse dangereuse de la température de la Terre. Quatrièmement, à l'initiative des Rockefeller, des groupes de réflexion et des organisations mondiales ont également été créés, comme par exemple le Club de Rome ou les Nations Unies. En 1939, la Fondation Rockefeller a financé à hauteur de 350 000 $ des études qui ont notamment conduit à la création des Nations Unies. Quand on dépense autant d'argent pour la création de l'ONU, on en attend naturellement un bénéfice. Les Nations Unies ont lancé l'Agenda 21 en 1992. L'Agenda 21 a pour objectif d'imposer l'idéologie du développement durable dans tous les domaines. L'Agenda 2030 est la suite de l'Agenda 21. Voici ce que dit le lanceur d'alerte Tim Gillen à ce sujet. En 2015, l'ONU a présenté son Agenda 2030 controversé qui est presque identique au Great Reset de Klaus Schwab. Selon leurs propres termes, l'ONU et Schwab souhaitent faire en sorte que d'ici 2030, il n'y ait plus ni pauvreté, ni famine, ni pollution, ni maladie sur Terre. Ça semble être un projet sympathique, jusqu'à ce qu'on lise les petits caractères. L'idée, en effet, c'est que ce soit nous, les citoyens, qui finançons l'Agenda 2030. À ce stade, rappelons l'objectif des technocrates. Afin d'instaurer une technocratie, ceux-ci prévoyaient de s'emparer de toutes les matières premières, des entreprises, des usines, des industries, voire de tous les biens des citoyens. C'est grâce au programme de développement durable que c'est possible. Rosa Koire, auteure de Derrière le masque vert, résume la situation en ces termes. L'Agenda 21 des Nations Unies avec le développement durable est le plan d'action mis en œuvre à l'échelle mondiale pour recenser et contrôler toutes les terres, toutes les eaux, tous les minéraux, toutes les plantes, tous les animaux, toutes les constructions, tous les moyens de production, toute l'énergie, toute l'éducation, toutes les informations et tous les êtres humains de la planète. Inventaire et contrôle. La vision d'avenir souvent citée du Forum économique mondial, l'organisation de lobbying des plus puissants et des plus riches du monde, s'inscrit également dans cette perspective. D'ici 2030, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Le FEM fait bien sûr référence à la population mondiale et non à ses pairs. Au fond, à quoi sert donc le concept de durabilité ? Ottmar Edenhofer, ancien coprésident du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a donné la réponse en 2010. Tout d'abord, les pays industrialisés ont en quelque sorte dépossédé la communauté internationale. Mais il faut dire clairement que par le biais de la politique climatique, nous procédons de facto à une redistribution des richesses mondiales. Il faut se défaire de l'illusion selon laquelle la politique climatique internationale serait synonyme de politique environnementale. Ça n'a presque plus rien à voir avec la politique environnementale, avec des problèmes tels que la déforestation ou le trou dans la couche d'ozone. En conclusion, force est de constater que lorsqu'on parle de durabilité ou de développement durable, qu'on le présente à la population sous le nom de politique climatique, d'économie verte, d'agenda 21 des Nations Unies ou d'agenda 2030, il s'agit en réalité du contrôle total des ressources mondiales et de la redistribution des biens des pauvres vers les riches. Le développement durable est le moyen de déposséder la plupart des individus et de mettre toutes les ressources, toutes les terres entre les mains de la haute finance afin d'instaurer ensuite une technocratie. En effet, selon Jesse Smith, spécialiste de la technocratie et la technologie vont de pair avec le nouvel ordre qui s'installe dans le monde entier. Chers téléspectateurs, aussi perfide que soit leur plan visant à conquérir la domination mondiale, élaboré et mis en œuvre par les francs-maçons de haut grade, il faut tout de même que la population soit là, qui peut soit y adhérer, soit s'y opposer. Jason Christophe, chercheur canadien spécialisé dans la propagande, a déclaré dans une interview « Ce groupe auquel nous avons affaire a un QI notoirement bas. Il n'a plus de nouveaux tours dans son sac.
ce sont toujours les mêmes vieilles ruses. Elles manquent de créativité. Ils ont des faiblesses. Et leur plus grande faiblesse, c'est qu'ils n'ont pas le pouvoir de nous faire du mal par la force. Ils doivent nous manipuler psychologiquement et nous plonger dans un état de faiblesse qui nous pousse à nous soumettre volontairement à l'esclavage. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est celui que nous leur donnons. Et on peut facilement le leur retirer.